J'invite Dr Hesna Derouiche qui va parler toujours dans le même sujet, qui va nous parler de l'anaphylaxie réfractaire, physiopathologie et conduite à tenir. Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ma conférence. Merci Monsieur le Président de m'inviter aujourd'hui en tant qu'anesthésiste réanimateur. Je vais élaborer un sujet qui est critique et qui n'est pas courant dans notre contexte, qui est l'anaphylaxie réfractaire. On est tous familiers avec l'anaphylaxie en tant qu'une urgence vitale, mais dans certaines situations exceptionnelles où on a recours à l'adrénaline en intramusculaire avec des doses cumulatives non efficaces. Donc l'objectif de cette conférence est de traiter les différents mécanismes physiopathologiques de l'anaphylaxie réfractaire, et bien sûr de définir un algorithme de conduite à tenir fondé sur des recommandations récentes, bien sûr tout en intégrant des thérapeutiques alternatives, notamment l'utilisation de catécholamines en intraveineux, de la vasopressine, du glucagon. Donc on va voir ça par la suite. Alors, je vais d'abord définir l'anaphylaxie, qui est la manifestation la plus sévère des réactions d'hypersensibilité allergique. Il est dû au relargage dans la circulation sanguine de médiateurs libérés depuis les éléments figurés du sang, tels que les mastocytes, les polynucléaires basophiles. Donc, c'est une maladie courante, mais exceptionnelle. Et le diagnostic, il est clinique. Et eu égard à sa physiopathologie, le traitement de choix reste l'adrénaline. Ça, c'est pour l'anaphylaxie. Alors, en ce qui concerne l'anaphylaxie réfractaire, plusieurs études ont été faites dernièrement, à partir de 2023. Donc, c'est une nouvelle entité pour l'anaphylaxie sévère. Donc, c'est une réponse sous-optimale à au moins 2 doses d'épinéphrine intramusculaire, où on a nécessité à partir de la 3e dose ou plus, selon différentes organisations ou bien différentes sociétés savantes, notamment la Resuscitation Council UK et la Société française de médecine d'urgence. Alors, donc cette revue, elle compare les différentes directives de gestion de l'anaphylaxie réfractaire en mettant l'accent sur l'implication cardiovasculaire et les recommandations de bonne pratique. Elle souligne également les mécanismes pathogéniques postulés sous-jacents à l'anaphylaxie réfractaire et met en lumière les lacunes de connaissances et les propriétés de recherche. Donc, différentes définitions ont été établies. Que ce soit au niveau des États-Unis ou au niveau de l'Europe ou bien au niveau de l'ISPAR. Donc, ils sont tous d'accord que ça paraisse à partir du 2e ou 3e bolus d'adrénaline. Alors, quelques données épidémiologiques. L'anaphylaxie réfractaire, elle représente environ 2% des réactions anaphylactiques. Les médicaments sont les plus incriminés, notamment les antibiotiques, les produits de contraste radiologique, suivis par les aliments, notamment les arachides, les laits de vache, les noix, et bien sûr les piqûres d'insectes, notamment les hyménoptères. Les réactions surviennent souvent en milieu hospitalier, notamment en contexte périopératoire, ce qui rend la situation plus contrôlée, notamment par un anesthésiste réanimateur sur place. Alors, pour la physiopathologie de l'anaphylaxie réfractaire, elle est complexe, comme je vous l'ai dit, et elle implique des mécanismes immunologiques dépendants
d'IgE et non dépendants d'IgE. Les mécanismes, comme je vous ai dit, sont complexes. La cellule effectrice principale, c'est les mastocytes. Il existe d'autres cellules, notamment les polynucléaires basophiles, les polynucléaires neutrophiles. Classiquement, l'anaphylaxie, c'est une réaction d'hypersensibilité allergique IgE médiée. Il existe le premier contact qu'on appelle la phase silencieuse, qui est très brève. Les IgE sont synthétisés par les lymphocytes B et se fixent par les mastocytes tissulaires et les basophiles circulants par leurs récepteurs membranaires de forte affinité. Et ensuite, après un deuxième contact, il y aura une activation des mastocytes qui vont être dégranulés et libérer leurs médiateurs à la phase immédiate. Alors, donc, cet algorithme, il résume les deux grands mécanismes de l'anaphylaxie. Le premier, bien connu, l'anaphylaxie IgE médiée, et le second, il est plus complexe. Il implique les mécanismes, notamment en matière d'anaphylaxie réfractaire. C'est les mécanismes non IgE dépendants. Donc, il inclut l'activation des IgG, le système complément, les bradykinines. Donc, comme je vous ai dit, il explique la résistance à la réponse à l'adrénaline et ce qui justifie les approches thérapeutiques alternatives, notamment les vasopressines, les catécholamines en intraveineux. Les IgE, ils peuvent reconnaître une séquence de l'antigène, notamment l'épitope, qu'on appelle l'épitope commune à différents allergènes, expliquant les réactions allergiques sans contact préalable évident. Il s'agit des réactions allergiques qu'on dit croisées. Les manifestations cliniques observées, il résulte des actions biologiques initiées par les nombreux médicaments pro-inflammatoires libérés. Et l'histamine, il constitue le médiateur le médiateur le plus connu. Il joue un rôle majeur dans la symptomatologie et les autres médiateurs potentialisent et prolongent l'action de l'histamine avec parfois des effets plus puissants. Alors, donc, ce schéma, il résume un petit peu la physiopathologie. Donc, après le pontage des IgE par les antigènes, donc, il y aura une dégranulation des mastocytes et libération du contenu, avec ce qui va engendrer des réactions qui vont se manifester par un bronchospasme, une vasodilatation, une hyperperméabilité capillaire, une détresse cardiovasculaire et bien sûr une hypotension. Alors, il existe des facteurs déclenchants qui vont être différents selon s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Donc, chez l'adulte, le facteur le plus incriminé, ce sont les médicaments, les immunoptères. Et chez l'enfant, c'est plus les aliments et très peu les médicaments. Alors, pour les grades de sévérité, je les ai simplifiés par un schéma simple de la classification de Ring et Messner. Donc, en général, c'est à partir du stade 4 qu'on pourra être alarmé vu le risque d'anaphylaxie réfractaire. Et pour les facteurs de risque, donc une étude faite au niveau en Turquie qui ont établi différents facteurs de risque d'anaphylaxie réfractaire au niveau des urgences. Et en conclusion de ce travail, donc, on a conclu le retard d'administration d'adrénaline, la mauvaise voie ou la dose inadaptée. Des fois, pour nous, on a injecté l'adrénaline alors que c'est juste en sous-cutané, ce n'était pas en intramusculaire. Les bêta-bloquants, les patients qui sont sous bêta-bloquants ou traitement interférent, la vasoplégie extrême ou myocardique toxique. Alors, donc, cette étude, elle visait à décrire les caractéristiques des cas d'anaphylaxie réfractaire ayant conduit à l'arrêt cardio-respiratoire en milieu hospitalier, malgré une prise en charge bien conduite. Donc, c'était une étude de 246 patients qui ont fait, dans 6 patients ont présenté un arrêt cardiaque et dans malheureusement 2 patients ont décédé.
donc malgré une conduite bien établie et on a suivi le protocole du service. Donc pour la conduite à tenir et la prise en charge de ce type d'anaphylaxie, plusieurs sociétés savantes ont élaboré des protocoles, notamment la SFMU, le groupe francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique, la Société française d'allergologie. Donc, on a élaboré un algorithme de prise en charge d'anaphylaxie réfractaire tel que défini par la Resuscitation Council UK. Donc, on va essayer de décortiquer cet algorithme, d'ailleurs qu'on suit même dans nos services. Alors, s'il s'agit d'une situation critique dans laquelle les symptômes cardio-respiratoires persistent malgré 2 doses d'adré en intramusculaire, à ce moment-là, il faut s'alarmer, c'est bon, c'est une anaphylaxie réfractaire. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut voir un expert, c'est-à-dire un réanimateur sur place, il faut appeler l'aide. Donc, il faut appeler l'aide et bien sûr prendre une voie veineuse périphérique, sinon accessible, une voie intra-osseuse. Ensuite, commencer un remplissage par des solutés isotoniques, notamment du sérum salé. Et bien sûr, il faut starter l'adrénaline en intraveineux et voire même en infusion continue. Donc, la dose, quelle est la dose avec laquelle je vais commencer? Bien sûr, la dose en intramusculaire, c'est 0,5 mg. Et maintenant, on va passer vers la dose intraveineuse qui doit être 2 petites doses. Donc, on va diluer 1 mg d'adrénaline dans 9 cc de sérum salé. Ça va donner 1 cc égal à 100 gamma. On va administrer 50 gamma à 100 gamma par voie intraveineuse. Pas de grande dose. Et bien sûr, s'il y aura une réponse, il faut commencer l'infusion continue par la seringue autopulseuse à la dose de 5 à 10 ml par heure. Et ensuite, on va entamer le protocole ABCD, notamment les airways, voir la libération des voies aériennes. S'il a un corps étranger, un dentier, il faut essayer de libérer les voies aériennes. S'il s'agit d'une dyspnée laryngée, donc peut-être on peut commencer une nébulisation par des bronchodilatateurs. Et bien sûr, le breathing, s'il nécessite une ventilation assistée, une intubation-ventilation, le circulation, donc il faut démarrer les catécholamines, l'adrénaline en perfusion, le remplissage, etc. Et bien sûr, s'il présente l'arrêt cardiaque, à ce moment-là, il faut commencer le massage cardiaque tout en suivant le protocole ou l'algorithme établi au niveau du service. Donc, l'administration d'une perfusion d'épinéphrine à faible dose par voie intraveineuse est recommandée, accompagnée d'une réanimation liquidienne importante à raison de 3 à 5 litres chez l'adulte. Les vasopresseurs supplémentaires, notamment l'orépinéphrine et la vasopressine, peuvent être utilisés en cas d'hypotension persistante. Le glucagon, il est conseillé chez les patients qui sont sous bêta-bloquants. Alors, donc, il y avait aussi d'autres études qui ont regroupé les différentes techniques de management ou bien de prise en charge de ce type de patients. Notamment, et ils se sont tous mis d'accord sur la dose à administrer en intramusculaire d'adrénaline et en intraveineux d'adrénaline en cas de telle situation. Aussi sur le taux de remplissage par du sérum salé isotonique à forte dose, 3 à 5 litres par minute, vu la vasoplégie que présente la majorité de ces patients. Et bien sûr, le glucagon active directement l'adénylate cyclase et augmente ainsi le niveau de l'AMP cyclique. Il a sa place dans ce type d'anaphylaxie réfractaire, mais en second lieu, à la dose de 1 à 1,5 mg en intraveineux libre, avec une perfusion continue à continuer de 2 à 5 mg par heure. Alors, cet article publié en 2008, il met le rôle crucial de la vasopressine dans la prise en charge, notamment quand l'adrénaline il est inefficace. La vasopressine peut être une alternative salvatrice, vu la déplétion des catécholamines endogènes et épuisement des récepteurs.
Donc c'est un schéma illustratif pour les traitements recommandés en cas d'anaphylaxie réfractaire, notamment le airway support, donc libération des voies aériennes, la prise de voies veineuses périphériques, le démarrage du remplissage précoce, bien sûr avec l'administration de l'adrénaline en intraveineux, et le démarrage des traitements adjuvants, notamment les vasopresseurs, notamment la noradrénaline et la vasopressine. Et les traitements qu'on peut ne pas utiliser, et ça sera cas par cas, c'est-à-dire l'adjonction des vasopresseurs, notamment la dopamine, l'introduction du glucagon, surtout chez les malades sous bêta-bloquants, le bleu de méthylène aussi, et bien sûr l'extracorporel support quand rien ne marche. Donc à ce moment-là, il faut brancher le malade avec une valve extracorporelle. Et le dosage de la tryptase totale, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas s'acharner à réanimer le malade. Il faut envoyer aussi le dosage de la tryptase totale avant les 30 minutes. Et l'ASFAR, en collaboration avec la Société française d'allergologie, ils se sont mis d'accord sur le dosage de la tryptase et l'histamine pendant ou plus tard à l'arrêt des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Aussi, le test d'activation des basophiles en deuxième intention du dosage de l'histamine avec un délai minimum de 4 jours après la réaction d'hypersensibilité. Et après la réanimation et à la sortie du malade, n'oubliez pas de lui administrer une fiche de conseil, comme la fiche élaborée par la Société française de médecine d'urgence. Donc, elle permet de détailler l'éviction de toute allergène supposée et l'information sur le risque de réaction biphasique, lister les médicaments que cette personne est allergique pour, et bien sûr l'utilisation d'auto-injecteurs d'adrénaline. Il faut organiser le bilan étiologique, donc remplir un dossier de réaction allergique, récupérer les dosages biologiques. Il faut faire une consultation 4 à 6 semaines après l'accident chez un allergo-anesthésique ou bien un allergologue. Et bien sûr, informer le patient, informer le médecin référent. Autres tests à faire, comme le test d'activation des basophiles en cytométrie des flux, les tests d'histaminolibération, les dosages de sérotonine, les tests de provocation, et bien sûr, sans oublier la consultation d'allergo-anesthésiste, c'est très important. Ça permet d'encadrer, de prévenir d'autres incidents au futur. Donc, l'ASFAR, il a recommandé, en collaboration avec l'ASFAR, la concertation multidisciplinaire, anesthésiste, réanimateur, allergologue, pneumologue, biologiste, etc. Donc, c'est très important. Et quel patient adressé en consultation d'allergo-anesthésie? Je parle en cas d'anaphylaxie réfractaire en matière périopératoire. Donc, manifestation d'hypersensibilité immédiate d'un grade supérieur, des manifestations cliniques d'allergie lors d'une exposition au latex, les patients ayant un risque de sensibilisation au latex ou bien les multisopérés, les patients ayant présenté des manifestations cliniques à l'ingestion d'avocats, du kiwi, des bananes, vu le risque d'anaphylaxie au curare. Et bien sûr, par rapport à la prémédication, plusieurs guidelines ont suggéré qu'il n'y a pas de place pour la prémédication, notamment par les antihistaminiques et les stéroïdes, donc c'est pas prouvé. Pour cela, je vous encourage à la simulation. Il faut s'entraîner pour gérer une telle situation, car jamais la première fois sur un malade. Donc, il faut faire des ateliers, des simulations. Et voilà le protocole établi au niveau de notre service, spécialement au niveau du bloc opératoire, pour gérer une telle situation. Donc, c'est au niveau du CHU Ibn Roch à Casablanca. Et en conclusion, donc l'anaphylaxie, c'est une urgence médicale potentiellement mortelle qui nécessite une reconnaissance rapide et un traitement approprié. La majorité des réactions, elles répondent à des doses d'épinéphrine intramusculaire, mais les cas réfractaires nécessitent une escalade rapide du traitement. Donc, formation des équipes à travers les simulations et les ateliers. Et bien sûr, il faut toujours déclarer l'incident. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Il y a une question. Oui, Ellie, tu voulais prendre la parole après? Oui. La SFAR est là. Ah ouais. Elle a fait elle a fait les recommandations de connaître. Non, moi je voulais savoir votre expérience. Est-ce que vous en voyez beaucoup? Et quel est le pronostic des malades qui font des anaphylaxies réfractaires? Alors sincèrement, sur une expérience de 7 ans d'anesthésie et réanimation, j'ai assisté à un cas d'adulte en radiologie. C'était après une injection d'iode. Et malheureusement, on n'a pas pu récupérer la patiente, malgré le massage cardiaque continu pendant 2 heures. Donc, j'insiste sur le massage cardiaque. Un massage cardiaque pour un choc anaphylactique ou bien pour une réaction, pour une anaphylaxie réfractaire ou bien une anaphylaxie tout court, c'est un massage qui dure... Réfractaire, c'est un massage qui ne dure pas 20 ou 30 minutes. C'est un massage qui doit durer le plus longtemps qu'on puisse faire. Parce qu'en général, on peut récupérer ce genre de patient. C'est quand même un incident qui est imprévisible, dont on ne s'attend pas. Et voilà. Vous avez une intervention? Merci beaucoup vraiment pour cette belle présentation et merci beaucoup d'avoir cité les nouvelles recommandations de 2025 de la SFAR et de la SFA. Juste pour le glucagon, on n'était pas en mesure à émettre une recommandation parce qu'il y a très peu de publications. Donc, voilà, et pour penser aussi à l'éviction de l'allergène éventuel, parce qu'il y a quelques cas décrits dans la littérature avec des cathéters veineux centraux imprégnés par la chlorhexidine. Quand la chlorhexidine était le responsable, on essayait de traiter l'anaphylaxie, mais le cathéter il était toujours en place. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, je crois que vous êtes dans le service de professeur Mahaoui. Non, je suis dans le service professeur Chilek. D'accord. Parce que j'ai entendu de simulation, donc je sais que oui, voilà, on vous travaillez ensemble. On travaille très ensemble, bien. Oui. Bravo et merci. Merci à vous. Donc, on va passer à la... Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà. Donc, une petite remarque, c'est que pour les anaphylaxies réfractaires, il faut plus avoir peur de l'anaphylaxie que de l'adrénaline. Pour récupérer ces malades, on est parfois obligé d'aller de 1 jusqu'à 8 mg. Les malades qu'on a vus récupérer à Cochin, c'est des malades qui ont fait de la nécrose des extrémités en utilisant de l'adrénaline à forte dose, de la noradrénaline. Le plus important, c'est la réponse. Il faut avoir une hémodynamique correcte. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'adrénaline. Le plus grave, c'est le choc réfractaire. Ce n'est pas l'adrénaline. En général, on peut aller jusqu'à 8 mg heure avec de la noradrénaline. Il y a des malades qu'on a récupérés. C'est vrai, je me souviens d'un malade, c'est un charcutier qui a eu de la nécrose des extrémités, mais il a été sauvé. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'adrénaline. En général, c'est des doses faibles d'adrénaline qu'on administre par voie veineuse. Non, il faut avoir une hémodynamique correcte. Bien sûr. Et il ne faut pas avoir peur de l'adrénaline. Il faut bien remplir les malades. Ce sont des malades intubés, ventilés, bien remplis, massés quand ils font l'arrêt, et ne pas avoir peur de l'adrénaline. Merci. Ouais. Je crois qu'on va passer, vu un manque, on est un petit peu en retard. Donc,